Aujourd'hui, Yves Coppens va vous parler de la paléontologie. Alors moi, mon souvenir absolument marquant de mes études au lycée sur la paléontologie, c'était l'idée que les gens comme vous, avec un tout petit morceau d'os, étaient capables de reconstituer tout l'animal. Alors évidemment, d'après ce que j'ai compris, ça marchait mieux avec les dents ou avec les os des pattes et des pieds, mais voilà, l'idée qu'à partir d'un petit morceau d'os ou d'un petit os, on reconstitue un énorme squelette, moi, ça m'a toujours fasciné. Et l'expérience a montré que ça marchait, quoi. Que quand on retrouvait les autres os, ça donnait l'animal. Donc, pour le grand public, M. Yves Coppens est le père de Lucie, hein, qui vous raconterait évidemment comment vous avez trouver ce nom et puis surtout à quoi ça correspond. Et donc, c'est grâce à des gens comme vous que l'on connaît mieux l'origine de l'espèce humaine. Et voilà, et qu'on arrive comme ça à rentrer dans des grandes problématiques scientifiques que sont évidemment l'évolution, que sont évidemment l'adaptation au milieu, etc., etc. Mais je ne vais pas déflorer votre conférence et donc je vais vous laisser la parole. Je suis très content d'accueillir M. Yves Coppens. Bonjour, merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir chez vous et puis merci de me donner ce superbe parterre. Alors, regardez-moi bien, je suis un vieux paléontologue. Je suis né en 1934. Ça y est? En août. C'est bon, c'est en ordre, d'accord. Et j'ai toujours été passionné de préhistoire et de paléontologie. Et je vais vous raconter juste une petite histoire. J'aime bien faire comme les Anglais, parfois. C'est-à-dire commencer par ce qu'ils appellent un beginning joke. Un beginning joke, c'est une blague pour commencer. Et en général, les gens rient, et puis après, on entre sérieusement dans le sujet. Et un jour, à Londres, j'avais un vieux collègue qui ne venait plus au British Museum depuis longtemps, qui était venu m'écouter. J'ai fait mon beginning joke, il a beaucoup ri, et puis ensuite, il a ri tout le temps. Et c'était très embêtant, quoi. Parce que le reste était sérieux, mais il était tellement content de me voir que c'était un petit peu raté. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter. Donc j'ai été passionné par la paléontologie très tôt. Et l'exemple que je vais vous donner remonte à mes 11 ans. Mais j'étais passionné avant, enfin souvent sur les gosses, hein, sur les enfants, qui sont intéressés, amusés, fascinés par les dinosaures. À mon époque, les dinosaures n'étaient pas trop à l'honneur, mais la passion de la préhistoire m'occupait quand même. Et ce jour-là, cette année-là, j'étais en 5e, là aussi. J'avais 11 ans. Merci. Pardon, hein, mais je ne manquerai pas le coup quand même. Donc j'ai un ami, un copain, qui arrive pendant l'année scolaire et qui arrivait de Madagascar. Et un jour, il me montre un petit morceau, c'était un fragment tout cassé, de coquille d'œufs d'épiornis. Alors l'épiornis, c'est un gros oiseau qu'à Madagascar, on appelle, bien qu'il soit éteint, l'oiseau éléphant. Il pesait 500 kilos. Et cet animal éteint, cet animal fossile, l'épiornis, faisait des œufs qui étaient à peu près comme ça, quoi. Donc il avait rapporté de Madagascar un petit bout de coquille d'œuf d'épiornis. J'étais fasciné. Il s'appelait Jean-Paul Chollet, je me rappelle bien, et je lui dis « Tu me le donnerais ?» Il réfléchit, puis il me dit « Non, mais je te le vendrai. » Bon. Alors il me donne un prix
Je n'avais pas l'argent nécessaire. Et donc, je mets un certain temps auprès de mes parents à récupérer la somme, à réunir la somme en question. Et puis un beau jour, dans un coin de la cour du lycée, se fait la tractation. J'arrive avec de l'argent, il arrive avec des petits bouts de coquille. Je lui donne l'argent, salopard, il me casse la coquille. Vous vous rendez compte? Enfin, un morceau, c'est un morceau. Donc un morceau de morceau, c'est toujours un morceau. Mais quand même, ça m'a fait quelque chose. Et l'autre jour, à la télévision, ici à Paris, donc bien des années après, je raconte cette histoire-là, et la porte s'entr'ouvre, et la jeune fille, la jeune femme qui était au standard, m'apporte un petit mot, et le petit mot, comme c'était en direct, elle ne pouvait rien me dire, et le petit mot, c'était « Je suis Jean-Paul Cholet, on s'est perdu de vue, je suis en retraite, j'habite dans la région parisienne, téléphone, voilà mon numéro de téléphone, téléphone-moi, je te donnerai l'autre morceau. » Alors vous voyez, rien n'est perdu, hein. Mais peut-être que j'aurai un morceau de morceau. Mais depuis, je suis allé à Madagascar et depuis, j'ai vu des œufs entiers. J'ai rapporté d'ailleurs un œuf entier cadeau des collègues malgaches. Et donc, l'histoire de l'œuf d'épiornis est dépassée. Alors, je suis venu vous raconter ce qu'est la paléontologie et la paléontologie en général. Mais on va prendre beaucoup de recul. Moi, j'aime bien prendre du recul et puis ça fait prendre un petit peu la connaissance, la meilleure perception des choses. Alors, sachez d'abord que mon discours est le discours de la science, c'est le discours d'un scientifique, et ce n'est que ça. Et la science, qu'est-ce qu'elle a comme fonction, la science? Elle a comme fonction de regarder de quoi est fait le monde, de décrire ce dont est fait le monde et d'essayer de comprendre comment il marche et comment il a marché, et donc comment il peut marcher dans l'avenir. C'est tout, hein. Et la science n'est pas ancienne. La science, il y a des prémices il y a peut-être 2000 ans, et puis elle est véritablement dans son langage tel que celui que je vais avoir depuis 200 ans. C'est tout neuf, le discours de la science. Donc voilà, vous aurez un discours scientifique et vous réagirez comme vous le voudrez. Moi, je suis prêt à tout entendre et à tout écouter avec respect. Donc, les astrophysiciens vous disent que la limite de leur perception de l'univers, c'est autour de 13 milliards 700 millions d'années. Ce sont les astrophysiciens qui disent ça, hein. Et comme l'homme, vous et moi, nous sommes des êtres vivants, l'histoire de l'homme fait partie de l'histoire de la vie. Et comme l'histoire de la vie fait partie de l'histoire de la Terre, au moins de l'histoire de la Terre, et que l'histoire fait partie de l'histoire de la Terre fait partie de l'histoire du système solaire, et que l'histoire du système solaire fait partie de l'histoire de l'univers, eh bien, petit à petit, de l'homme à la vie, à la Terre, à l'univers, finalement, l'origine de l'homme, c'est, pour le moment seulement, parce que ça ira sans doute plus loin, 13 milliards 700 millions d'années. 13 milliards 700 millions d'années. On n'a pas idée, hein, de ce que c'est. Même en euros, c'est un gros budget, et moi, je ne sais pas trop ce que ça représente, quoi. Et qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que constatent les astrophysiciens? Quelque chose de fascinant, pour moi, scientifique, fascinant. C'est qu'à partir du moment où ils perçoivent cette limite de nos connaissances, qui n'est pas le début de l'univers, mais cette limite de nos connaissances, ils perçoivent le fait que la matière qui s'y trouve se transforme sans arrêt dans le sens de la complexité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se passe le temps, et le temps c'est linéaire, c'est la seule chose qui soit linéaire d'ailleurs, eh bien au fur et à mesure que le temps s'écoule, la matière se complique. C'est quand même drôle. Et ça continue comme ça sans arrêt, vous allez voir. Avec la vie c'est pareil, avec l'homme c'est pareil. La matière se complique
Et elle se complique et de manière très paradoxale. En même temps qu'elle se complique, elle s'organise. C'est un constat, quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors qu'elle était toute simple, très très simple et très désordonnée, en tout cas c'est ce qu'on dit, elle devient de plus en plus compliquée, mais de plus en plus ordonnée, comme une sorte de premier paradoxe. La vie est de plus en plus complexe, mais de mieux en mieux organisée. Alors on passe d'éléments extrêmement simples qu'on appelle des quarks, et on trouvera sans doute plus simple un jour. Et puis de ces quarks, on passe aux particules que vous connaissez, qu'on appelle des nucléons. C'est plus compliqué que des quarks. Et c'est fait de quarks. Et les nucléons se transforment en atomes. Vous connaissez ça? Et les atomes, c'est plus compliqué que les nucléons, mais c'est fait de nucléons. Et les atomes se constituent en molécules qui sont encore plus compliquées. Enfin, c'est marrant quand même, hein? C'est un constat, quoi. Il faut voir ça froidement. Et puis, au bout d'un certain nombre de milliards d'années, se constituent des galaxies variées, des galaxies comme la Voie lactée. Notre Voie lactée, c'est une galaxie. Et dans cette galaxie, des quantités d'étoiles. Le Soleil est une étoile. Et autour de ces étoiles, de la poussière qui finit par s'agglomérer en différents objets, comme disent les astronomes. Et parmi ces objets, les planètes, dont la Terre. Donc le système solaire, le système d'une étoile qui est le Soleil, va s'installer il y a 4 milliards 600 millions d'années. Plus exactement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça ne doit pas être exact. Mais on dit 466, c'est-à-dire 4 milliards 660 millions d'années. Mais enfin, je suppose qu'on fera d'autres mesures et que ça variera un peu. Mais en gros, un peu plus de 4 milliards et demi d'années, quoi. 4 milliards et demi d'années, le Soleil s'installe, et autour du Soleil, qui encore une fois est une étoile, s'installe aussi toute une série de planètes, dont la Terre. Et comme la Terre a une certaine masse, et que son étoile, le Soleil, a une certaine masse, comme la distance entre la Terre et le Soleil n'est pas énorme, 150 millions de kilomètres, c'est vite fait, hein. Il suffit d'y aller, quoi. Au bout d'un certain temps, on y arrive. Donc 150 millions de kilomètres, eh bien, le fait qu'il y ait ces deux masses et une distance qui n'est pas immense, l'attraction fait que l'eau est restée liquide sur la Terre. J'aurais envie de dire coup de chance, mais il ne faut pas dire ça, puisque là aussi, c'est comme ça. L'eau est restée liquide et l'atmosphère qui était autour de la Terre, enfin qui petit à petit s'est constituée autour de la Terre, le gaz qui s'est constitué autour de la Terre, est resté accroché par la gravitation à la Terre, n'a pas filé, n'a pas fui. Alors que sur Mars, par exemple, qui est une planète un peu plus éloignée du Soleil, donc plus froide, et en même temps plus petite de masse, l'atmosphère est partie. Son atmosphère est partie. On va aller voir. On a quelques idées, mais on va aller voir sur place, c'est mieux. J'ai mon billet, hein. Pas s'ils m'emmèneront, mais enfin. Et Vénus, au contraire, est une planète beaucoup plus grosse, mais beaucoup plus proche du Soleil et par suite beaucoup plus chaude. Donc voilà la Terre, et la Terre garde son eau, et la Terre garde son gaz autour d'elle. D'où l'atmosphère et d'où l'eau sur Terre. Et dans cette eau, qu'est-ce qui se passe dans cette eau? La matière, c'est marrant, hein? La matière donne l'impression de vouloir absolument, c'est une façon d'imaginer les choses, hein, de vouloir absolument se compliquer. Chaque fois qu'elle en a la possibilité, elle se complique. Et chaque fois qu'elle se complique, elle s'organise. Eh bien, la matière dans l'eau, les molécules dans l'eau, s'agglomèrent, se réunissent, et se réunissent en cellules. C'est-à-dire que les cellules, qui sont plus compliquées que les molécules, font encore un état plus compliqué de la matière dans l'eau sur la Terre,
et encore mieux organisées. Les cellules s'entourent d'une membrane et les cellules commencent à échanger de la matière et de l'énergie entre elles. Et ces cellules se dotent, entre guillemets, d'une capacité extraordinaire qui est celle de se reproduire. Et tout d'un coup, on passe d'une matière que l'on peut appeler inerte à une matière forcément plus compliquée, forcément mieux organisée, que l'on appelle vivante. Je ne sais pas si ce que ça vous fait, mais moi, ça m'épate à chaque fois, quoi. Alors, est-ce que la vie est née sur la Terre ? Jusqu'ici, on disait, oui, il y a des chances que ça soit apparu sur la Terre, mais la vie, comme vous savez, est faite d'une vingtaine d'acides aminés, une vingtaine d'éléments qu'on appelle des acides aminés. Alors, quand on reçoit des météorites qui nous tombent de temps en temps sur le nez, eh bien, ces météorites, quand on les analyse, elles contiennent jusqu'à 70 sortes d'acides aminés. Donc, il y a plus de variétés d'acides aminés dans l'espace qui tombent sur notre planète que d'acides aminés qui ont servi sur la planète, si on peut dire, à fabriquer la vie. Donc, la vie doit exister ailleurs. En tout cas, il y a ailleurs les éléments pour fabriquer d'autres vies, peut-être d'autres types de vie et de vie plus diversifiées. Voilà, on en est là. En tout cas, nous voilà sur la Terre. Nous voilà sur la Terre il y a cette fois 4 milliards d'années, autour de 4 milliards. Il paraît qu'il y a eu un grand coup de Trafalgar, comme on dit parfois, mais c'est des relations historiques, ça. Un grand coup de tonnerre sur la Terre autour de 3 milliards 900 millions. Donc la vie n'aurait que 3 milliards 800 millions. Moi, je veux bien. Hein. Enfin, 3 milliards 800 millions, en gros, c'est 4 milliards d'années. Ça veut dire quand même, là aussi, que ça a été très vite fait, si je puis dire. Dès que les molécules ont eu la possibilité de se regrouper, de s'organiser, de devenir plus compliquées, la vie est apparue. L'élément le plus compliqué qui soit est apparu. Et ça suit son cours par la suite. C'est pour ça que je vous le raconte comme ça. Alors ça, c'est linéaire. Hein. Il est évident que dans le détail, c'est toujours plus compliqué. Mais c'est la ligne du temps. Et dans l'eau sur la Terre, eh bien, cette vie qui d'abord est représentée par des cellules, c'est-à-dire qu'elle est unicellulaire, elle est très simple, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se compliquer. Elle va se compliquer et elle va s'organiser. Et on a trouvé récemment au Gabon des êtres pluricellulaires, fossiles, dans de l'eau, dans ce qui avait été de l'eau. Et ces êtres pluricellulaires auraient 2 milliards d'années. C'est-à-dire que dès 2 milliards d'années, cette vie unicellulaire, qui se poursuit sûrement d'un point de vue unicellulaire, il y a plein d'êtres unicellulaires aujourd'hui encore, mais peut se compliquer d'un autre côté en être vivant pluricellulaire, dès 2 milliards d'années. Donc voilà encore que ça se complique et que ça s'organise d'une autre façon. Et là, on passe d'un premier paradoxe, c'est une façon de parler, hein. C'est pas écrit comme ça, moi j'ai pensé comme ça, donc je vous le dis comme ça, mais j'utilise, enfin je ressens volontiers cette succession de paradoxes, comme s'il se passait des choses, mais il s'en passait d'autres. Comme la complexité, mais l'organisation. Eh bien là, c'est la diversité pour la vie. La diversité, mais la contrainte. Alors je m'explique. Diversité des êtres vivants, elle est flagrante. Les êtres vivants à travers la Terre sont extrêmement diversifiés. La nature est extrêmement créatrice. Et c'est ce qui fait la beauté du travail des naturalistes, des zoologues, des biologistes, des botanistes. La diversité des formes est surprenante, elle est extrêmement intéressante, elle est extrêmement variée, elle est extrêmement inventive. Et en même temps,
c'est constitué, vous le savez bien, le système héréditaire. C'est-à-dire que deux humains ne feront pas un petit éléphant, ça fera un petit enfant. Il y a une contrainte génétique qui fait que ça compense la diversification. D'une part, c'est très diversifié, et d'autre part, c'est en même temps très, très serré, très contraint, dans une certaine mesure, parce qu'il y a de la souplesse, mais par la génétique. C'est drôle, ça aussi. C'est diversifié, c'est libre d'une certaine manière, quoi. C'est libre, mais un peu retenu. C'est amusant quand on pense à la vie, hein. C'est une drôle d'histoire. Alors, la diversité des formes vivantes, elle est flagrante pour tous ceux qui, comme moi, font de la paléontologie depuis bien longtemps. On est frappé par le fait de cette grande diversité, justement. Vous avez un groupe, une population, et puis cette population se trouve divisée, se trouve séparée parce que se forme par exemple une île. Eh bien, comme l'alliance sur l'île ne sera pas l'alliance sur le continent d'origine, petit à petit, le système héréditaire qui va être différent en cumulant les systèmes individuels, les systèmes héréditaires de tous les individus, il va y avoir une divergence. Petit à petit, ça va diverger. Je peux vous donner un exemple facile. On est rentrés tous par les deux portes de derrière, là. Ah oui, il y en a ici aussi. Enfin, tout est fermé désormais, hein. Vous ne pouvez plus sortir, c'est bouclé, c'est fini. Bon, d'après les visages que je vois, il y a de l'interfécondité possible. Eh bien, dans quelques centaines de milliers d'années, quand on sortira d'ici, quand les portes s'ouvriront, enfin, merci, Monsieur le Président, de penser à nous les ouvrir, on sera surpris de voir que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, auront des allures, des têtes, des silhouettes, des corps bien différents des petits-enfants qu'on retrouvera à l'extérieur. C'est drôle. Quand je dis quelque chose comme ça pour expliquer ce qu'est la dérive génétique, et c'est ça, hein, c'est la diversité des formes, la diversité des espèces, j'ai l'impression que certaines personnes, quand ils sortent de la salle, ont un soulagement de voir que la porte s'ouvre. Je ne suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Non, ça ne serait pas si terrible que ça. J'aurais plein d'histoires à vous raconter. Donc la vie est très, très diversifiée. Et on a vu qu'elle commençait par se diversifier dans l'eau, qu'elle passait d'être unicellulaire à des êtres pluricellulaires, et qu'apparaissait un beau jour, et cela nous intéresse, les premiers êtres à colonne vertébrale, les premiers êtres à squelette interne, qu'on appelle les vertébrés. Et ces premiers vertébrés apparaissent dans l'eau, et les tout premiers ont, aux dernières nouvelles, 535 millions d'années. Du moins, ce sont les plus anciens que l'on connaisse jusqu'ici. Et en ce sens, la paléontologie est amusante parce qu'on ne les connaît pas vraiment, mais on en a trouvé l'empreinte. C'est-à-dire que les bestiaux ont disparu, mais ils ont laissé leur empreinte, leur moule externe dans la roche. Et c'est en Chine qu'on a trouvé ces tout premiers vertébrés. En tout cas, ces tout premiers vertébrés sont dans l'eau. Ils étaient dans l'eau. Ils sont nés dans l'eau, ce qui est assez normal. Et ils ont un peu plus de 500 millions d'années. Un peu plus de 500 millions d'années. Vous voyez, ça change déjà de... Si vous suivez, ça change déjà de terminologie. Ce ne sont plus des milliards. Ce sont des millions, des centaines de millions. Ça change aussi de nombre de zéros. Donc nous voilà avec les vertébrés. Ces vertébrés sont forcément des pré-poissons, et puis arrivent les vrais poissons. Et ces poissons vivent tranquillement un certain temps. Et comme toujours dans l'histoire de la vie, ces êtres sont en équilibre dans leur milieu jusqu'à ce que le milieu change. Et quand les milieux changent, ils sont forcément en déséquilibre.
vous êtes en harmonie dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, l'environnement change, votre harmonie est un petit peu cassée, donc il faut en retrouver une nouvelle, et ça passe par une adaptation, donc une transformation, et en général une transformation vers mieux adapté, plus organisé, plus compliqué, mieux organisé, mais aussi mieux adapté. Et un beau jour d'il y a 400 millions d'années, quelque chose comme ça, les premiers êtres vivants sortent de l'eau. Alors, ils ne sont pas sortis de l'eau comme ça en disant on va aller voir dehors s'il fait beau. Ils sont sortis de l'eau parce qu'il y a eu moins d'eau. Il y a eu moins d'eau et ce sont des végétaux qui se sont d'abord installés dans l'atmosphère au lieu de vivre dans l'eau. Alors, 400 millions d'années, ça signifie, si on part de 4 milliards, qu'il y a eu quand même 3 milliards 600 millions d'années de vie dans l'eau, et il n'y avait pas un chat, si on peut dire, pas un être vivant, même pas une plante à l'extérieur, sur la Terre, dans l'air. Et à ce moment-là, vous savez qu'aujourd'hui, on fait la chasse au gaz carbonique, on fait la chasse au CO2. Et à ce moment-là, l'atmosphère était faite de 98% de CO2. 98% de CO2. Quand je raconte ça à mes copains écologistes, ils me disent de me taire. Pas rappeler des choses pareilles. Enfin, il y a un certain temps de ça. Il faisait 200 degrés aussi. Hein. Alors, ce n'était pas la même atmosphère que votre joli printemps que j'ai eu le plaisir de goûter tout à l'heure. Donc, nous voilà hors de l'eau, si je puis dire, des plantes d'abord. Les plantes, avec une énergie nouvelle, changent l'atmosphère. L'atmosphère s'enrichit en oxygène et sortent après les végétaux des invertébrés, un certain nombre d'invertébrés, et derrière les invertébrés, les premiers vertébrés terrestres, Et ce sont des amphibiens, c'est-à-dire des bestioles qui respirent aussi bien dans l'eau avec des branchies que dans l'air avec des poumons. Donc c'est tout neuf. Quelle jolie adaptation. C'est amusant de savoir qu'on a tout ça sur soi. Hein. C'est important aussi à dire. Et puis, certains de ces amphibiens deviennent des batraciens à part entière. Certains des batraciens deviennent des reptiles. Et certains reptiles deviennent des mammifères. Autrement dit, on progresse encore une fois dans la complexité, on progresse encore une fois dans l'adaptation, on progresse aussi dans l'organisation. Et les premiers mammifères ont autour de 200 millions d'années, un petit peu plus, 230 millions d'années. Et ces premiers mammifères sont ovipares, c'est-à-dire que nos premiers parents mammifères sont des pondeurs d'œufs. Et ils l'ont été pendant 100 millions d'années, hein, ce qui est quand même pas mal. Et on en arrive aux mammifères placentaires, c'est-à-dire aux mammifères qui ont leurs petits dans un placenta, aux mammifères vivipares, il y a une centaine de millions d'années. Alors encore une fois, ne vous trompez pas, c'est parce que je fonce vers l'homme que je suis cette ligne, mais à chaque fois, ça fait des arbres extrêmement compliqués, extrêmement diversifiés. C'est aussi compliqué dans l'histoire des bactéries et des virus que ça l'est dans l'histoire des vertébrés, bien sûr. Mais on est dans les vertébrés parce que ici, il va être question de l'homme, de l'humain. Et encore une fois, il n'y a de linéaire que le temps dans mon histoire. Donc nous voilà avec des mammifères placentaires de 100 millions d'années. Et au sein des mammifères placentaires apparaissent les primates. Alors les primates, c'est un joli terme qui veut dire les premiers, mais on les a appelés les premiers parce qu'on est dedans. Et ces primates émergent des mammifères placentaires, émergent en fait d'un groupe qu'on appelle les insectivores, à une certaine époque de l'ordre de 60 à 70 millions d'années. Donc les primates, ce sont les grands singes, les petits singes, les humains. Et ces animaux-là sont à l'origine des insectivores
qui se sont adaptés pour des raisons de changement climatique, qui se sont adaptés à un milieu d'arbres et à un milieu d'arbres à fleurs, c'est-à-dire d'arbres à fruits. Autrement dit, l'origine de notre ordre, ça s'appelle comme ça dans la classification, l'ordre des primates, l'origine de notre ordre est due au fait que certains insectivores malins ont choisi de s'adapter à la vie arboricole dans les arbres et de manger des fruits. Alors comment on sait ça? D'abord parce qu'on les trouve dans un milieu qui est ce milieu-là, et puis parce que dans leur corps, c'est en ce sens que c'est intéressant, on lit dans le corps un certain nombre de mouvements, de ce qu'étaient les mouvements, et du coup un certain nombre d'adaptations, et du même coup un certain nombre d'insertions d'animaux dans un nouveau monde. Et là, les petits primates en question ont, par exemple, au lieu d'avoir des orbites sur les côtés, auparavant, ils vous regardaient comme ça, et là, les orbites sont passées en façade. Et les orbites en façade, on les a toujours, nous, en façade. Pensez à vous, hein, ou à votre voisin, à votre voisine. Toute cette histoire-là, on la porte en nous. Donc, les orbites sont passées en façade, et du même coup, on a eu une vision stéroscopique, une vision en 3 dimensions. Et quand on vit dans les arbres et quand on passe d'un arbre à un autre, il vaut mieux avoir cette perception des distances pour ne pas se casser la figure, bien sûr. Alors, il y a des quantités d'adaptation de ces natures-là, c'est-à-dire de cette installation dans la vie arboricole et dans la vie de frugivore. On pense par exemple, d'après la forme des orbites, que s'est développée dans l'œil la couche de cellules qui permet de voir les couleurs. Et en effet, quand on mange des fruits, il vaut mieux savoir s'ils sont mûrs ou moins mûrs pour éviter les ennuis d'un autre ordre. Donc la vision en relief et la vision des couleurs apparaissent à ce moment-là chez les petits primates de 60 à 70 millions d'années, les petits singes. Leurs ongles apparaissent, c'est-à-dire que les griffes disparaissent et font place à des ongles. Et c'est apparemment plus facile de saisir les branches avec des ongles qu'avec des griffes. Et par ailleurs, un certain nombre d'ossements s'organisent aussi dans cette adaptation-là. Par exemple, chaque extrémité des membres, inférieurs, supérieurs, ont 5 rayons. Et les 5 rayons, avec l'opposabilité du premier, permettent la saisie. Et la saisie facilite aussi la saisie des branches, la saisie des arbres et du coup le grimper. Et tout dans le squelette s'organise pour ce genre d'adaptation. Je reviens à ce que disait le président tout à l'heure. La lecture que font les paléontologues est simple, en fait. C'est une question d'expertise, c'est toujours la même chose. Dès le début du XIXe siècle, Cuvier, un zoologue anatomiste français, a décrit une loi qu'il a appelée la loi des corrélations. C'est-à-dire qu'à un type d'os correspond un type d'articulation, et un type d'articulation correspond à un type de squelette. Il a raconté ça à l'Académie des sciences dont je fais partie, et il a raconté ça à propos de dents qu'il avait trouvées dans les carrières de Cormeilles en Parisie, pas très loin d'ici. Et dans ces carrières de Cormeilles, il avait trouvé des dents, et sur les dents, il a dit il y avait des marsupiaux, il y avait des kangourous, des espèces de kangourous à Paris, il y a 50 millions d'années.
Alors, les académiciens ne sont pas toujours disposés à croire leurs confrères. Hein. En sciences, c'est comme ça, c'est bien d'ailleurs. Il y a toujours du débat, de la discussion, des doutes. Il y a toujours de la critique aussi. Et on s'est moqué de lui et il a dit, ben, si le jour où je trouverai un bassin, l'os de la partie inférieure du corps, un bassin de ces bêtes-là, je viendrai le préparer, je viendrai dégager le bassin devant l'Académie des sciences et vous verrez que ce bassin aura les os marsupiaux, parce que les petits marsupiaux, les kangourous et autres, ont deux petits os à l'avant du bassin qui soutiennent la poche. Ce sont deux petits os particuliers qui n'existent pas sur les autres bassins. En tout cas, que je sache, pas chez nous. Si par hasard vous avez des radios qui vous montrent le contraire, venez me voir, ça m'intéresse. Oui. Et donc ces deux petits os soutiennent la poche où va évoluer le petit kangourou. Et Cuvier a eu la chance, parce que ce n'est pas toujours le cas, de trouver un morceau de bassin qu'il a montré à l'Académie et il a dégagé les petits os marsupiaux. Donc il y avait bel et bien un petit kangourou à Paris, il y avait un petit singe aussi d'ailleurs, il y a 50 millions d'années dans ces secteurs de Cormeilles et de la butte Montmartre, dans ces secteurs des gypses qu'on appelle les gypses de Montmartre. Voilà pourquoi on est si malin. C'est-à-dire qu'avec un petit bout d'os, on reconstitue un membre, on reconstitue un corps et du même coup un mouvement et d'articulation en mouvement, on arrive à reconstituer un squelette avec une certaine vraisemblance. Quelquefois on se trompe, mais dans l'ensemble, la loi de corrélation a quand même un sens. Moi j'avais trouvé, enfin c'est juste une parenthèse, mais j'avais trouvé dans le sud de l'Éthiopie, une mâchoire, un morceau de mâchoire inférieure, seulement une mâchoire inférieure, en deux morceaux d'ailleurs, sans dents. Et le fait qu'il y ait le début de la branche montante faisait que la mâchoire inférieure était réduite, donc la face était réduite, donc il n'y avait pas de museau, donc la face était plate. Et j'avais avec moi un vieux patron qui avait 84 ans. Vous voyez, ça conserve. Hein. Et c'était dans le sud de l'Éthiopie. Hein. Et c'est un fossile nouveau qu'on a appelé Australopithecus ethiopicus, mais peu importe, 2 600 000 ans. Et je lui avais dit, il y a toutes les chances que ce soit un hominidé. Il avait regardé et il avait dit aussi, c'est ça la corrélation, quoi. Sur la seule mâchoire inférieure, on a pu construire l'allure que pouvait avoir le crâne, l'allure que pouvait avoir le corps. Et depuis, on a trouvé le crâne, des éléments du corps, et tout fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas miraculeux, c'est seulement une question d'expertise, bien sûr. C'est comme les spécialités en médecine. Donc, on en est aux petits primates, aux petits singes. Vous ne me ferez pas lâcher la branche, même si je vous raconte des histoires. Et on continue l'histoire de ces primates qui, bien sûr, évoluent, qui, bien sûr, se diversifient. Et là, le grand coup, la grande histoire, le grand moment, c'est 10 millions d'années. 10 millions d'années en Afrique tropicale. Alors, quelquefois, on me dit pourquoi ? Parce que les ancêtres adéquats sont là. En tout cas, il y a 10 millions d'années en Afrique tropicale, et on a beau chercher ailleurs, on ne trouve pas. Il y a 10 millions d'années en Afrique tropicale. Il y avait des grands primates qui ont été à la fois probablement les ancêtres des chimpanzés et les ancêtres des humains. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'années, il y a dû avoir un changement climatique qui a fait deux mondes, qui a fait deux climats, qui a fait deux environnements. Et les enfants de ces ancêtres communs se sont trouvés soit dans un milieu, soit dans l'autre. Par chance, hein, c'est pas exprès. Et ceux qui se sont trouvés dans le milieu plus couvert, plus arboré, sont devenus des pré-chimpanzés puis des chimpanzés.
Et ceux qui se sont trouvés dans le milieu découvert, où il y avait à la fois des zones d'arbres, mais aussi des zones de savane, ont donné naissance aux préhumains et aux humains. Donc 10 millions d'années seulement, en Afrique tropicale, les ancêtres que nous partageons avec les grands singes ont donné naissance soit aux chimpanzés, soit aux pré-chimpanzés, soit aux humains, soit aux pré-humains. Pré-chimpanzés, pré-humains. Alors pour ceux qui ne me suivent pas, c'est pas le mot, mais pour ceux qui ne sont pas d'accord, je voudrais vous raconter quelque chose de rapide. J'ai eu, comme tout le monde, 2 grands-mères. Et une de ces grands-mères m'a dit un jour, « Si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. » Donc, vous voyez, ou bien vous êtes avec ma grand-mère, ou vous êtes avec moi. De toute façon, ça n'a pas d'importance, c'est de la famille. Donc, soyez les bienvenus. Alors, les chimpanzés, en effet, ça embête les gens qu'on soit parents des chimpanzés. Mais il n'y a pas longtemps, on a d'abord compris par l'anatomie, par la physiologie, par, qu'est-ce que je peux vous dire, l'éthologie même, que les chimpanzés étaient très proches des humains. Mais quand on en a étudié l'ADN, que l'on a reconstitué en totalité il n'y a pas longtemps, que on a décrypté en totalité, ça fait quand même 3 milliards 500 millions de paires de bases. C'est 3 milliards, un peu plus de 3 milliards pour l'homme, mais c'est plus pour le chimpanzé. Donc on s'est aperçu que c'était en effet très très proche. On a donné des pourcentages, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, un jour, pour vous amuser, un jour avec un collègue qui s'appelait Peter, que peut-être certains ici ont connu, qui a été le patron du zoo de Vincennes, on s'est dit, on va faire une expérience. On va aller voir si vraiment les chimpanzés sont si malins que ça et s'ils méritent d'être nos cousins. Et on a fait une expérience simple et banale, dont on connaît bien le protocole. On accroche des bananes au plafond que le chimpanzé ne peut pas attraper. On lui met une chaise, une table dans un coin, et s'il a l'idée, premier degré, d'amener la table sous les bananes, en montant sur la table, il s'approche des bananes, mais il ne peut toujours pas les attraper. Donc on met une chaise dans un autre coin, et si le chimpanzé, deuxième degré, a l'idée de traîner la table sous les bananes, de prendre la chaise, de mettre la chaise sur la table, de monter sur la table, de monter sur la chaise, alors il attrape les bananes. Donc on fait ça. On accroche les bananes au plafond, on met une table, on met une chaise, on fait rentrer le chimpanzé. Et je dis à mon copain Jean-Jacques Peter, regarde par le trou de la serrure ce qui se passe. Donc le chimpanzé était dans la pièce et on n'est pas équipé au muséum, donc on regarde par le trou de la serrure. Et le copain Jean-Jacques me dit, je vois rien du tout. Bon, c'est pas possible, là. Pas possible. Les volets étaient ouverts, on a tiré la clé. Non, c'est pas possible. On regarde encore. Et regarde, et il dit, ah, c'est parce que j'ai vu l'œil du chimpanzé. Quelquefois, ce sont les chercheurs qui sont idiots, vous savez. Parce que ce chimpanzé, on lui apportait des bananes tous les jours sur une assiette. Il a dû se dire, quelle idée de les mettre là-haut aujourd'hui. Il n'a même pas regardé ni la chaise, ni la table. Ça lui a échappé complètement. Et la fin est terrible. Enfin, la fin, c'est que mon copain Jean-Jacques m'a dit, écoute, c'est terrible. Moi, j'ai été pris en flagrant délit de voyeurisme. Je peux plus regarder ce type-là en face. Je m'en vais, tu te débrouilles avec lui. Donc, c'est moi qui ai ramené le chimpanzé à sa cage, quoi. Donc, ce sont vraiment des cousins, quoi. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et ils sont très malins. Et je pourrais vous raconter 1000 histoires sur eux. Ça vaudrait une conférence à part entière. Donc, nous voilà il y a 10 millions d'années, avec des petits pré-chimpanzés qui se développent en chimpanzés, dont on ne connaît pas bien d'ailleurs la filiation. C'est pas très clair parce qu'il n'y a pas assez de fossiles.
Et du côté humain, alors, chose bizarre, hein, bizarre, c'est là que la recherche est fascinante pour nous adapter, nous, du côté nouveau, qui, au lieu d'être un côté forestier, est un côté en partie forestier, en partie découvert, en partie aéré, en partie exposé à la prédation. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis debout. Alors ça, et on est encore debout aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a dû quand même apporter quelques avantages. Mais c'est une drôle d'histoire, vous savez. Drôle d'histoire. On ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça puisqu'on est humain soi-même et on vit avec des humains. Donc on voit des humains autour de soi. Mais pensez-y un tout petit peu. Concentrez-vous un tout petit peu là-dessus en sortant d'ici, si les portes sont ouvertes. Et regardez le président. Le redressement du corps, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. C'est l'allongement du membre inférieur, du tronc et du crâne. Donc c'est tout un allongement extravagant, extravagant. Alors ça conduit à quoi? On est né de quadrupèdes et nous voilà bipèdes, nous voilà avec des membres inférieurs qui n'en finissent pas. Et puis des membres supérieurs qui pendouillent. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Heureusement qu'on a la saisie qui est en train de diminuer d'ailleurs, au profit du toucher des écrans tactiles. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est intéressant d'ailleurs. En tout cas, on a des membres supérieurs qui pendent. Heureusement qu'on a des poches parfois. Et puis des membres inférieurs qui n'en finissent pas. Et ça a été l'adaptation de ces millions d'années-là. Alors, on a des modèles. Hein. On a trouvé dans ces périodes très anciennes un premier préhumain qui s'appelle Ardipithecus, un autre préhumain qui s'appelle Sahelanthropus et un autre préhumain qui s'appelle Aurorine. Il se trouve, mais je vais me vanter, que j'ai co-signé Aurorine et Sahelanthropus. Pas Ardipithèque qui a été trouvé par des copains américains, mais ils ne m'ont pas fait co-signer. Et ces trois êtres-là nous montrent ce redressement du corps. Et nous montrent ce redressement du corps, pas progressif, on ne peut pas dire ça comme ça, mais au début un petit peu mêlé à d'autres adaptations. Au début, on était quadrupède et arboricole. Et là, on se redresse. Eh bien, on reste arboricole. On reste arboricole, mais on devient aussi bipède. Donc, on devient un petit peu les deux. On marche sur les pattes de derrière, puisqu'on est debout, et en même temps, on s'adapte au grimper aux arbres. Enfin, on s'adapte. On était adapté au grimper aux arbres, et on fait les deux, quoi. Par exemple, Ardipithèque a un bassin dont la partie supérieure est très adaptée à la bipédie. C'est déjà une partie supérieure de bassin associée à une colonne vertébrale qui a les courbures de notre colonne vertébrale, un petit peu allongée, mais en gros, c'est les mêmes courbures. Donc, les courbures d'un être vraiment debout. Et à côté de ça, la partie basse, la partie inférieure du bassin est liée à la cuisse et est liée aux muscles de la cuisse qui sont des muscles de grimpeurs, qui sont des muscles très costauds de grimpeurs qu'on appelle les ichthyofémoralis, enfin peu importe. Et si on a, je ne devrais pas dire des choses comme ça, normalement la jambe chez certaines d'entre nous, la jambe est superbe, mais souvent la jambe est massive, et si la jambe de ces bipèdes que nous sommes est massive, c'est parce que nous grimpions. On a encore les muscles piliers, les muscles colonnes, les pattes inférieures, les membres inférieurs en colonne des grimpeurs. C'est pour ça qu'on a des grosses jambes. C'est incroyable. J'ai honte de dire des choses pareilles. Tout le monde va se regarder en sortant. Et donc, on a les preuves de tout ça. Et
dans une période un peu moins ancienne, 3 millions d'années, Lucie, voilà. 3 200 000 ans, eh bien Lucie d'ailleurs a été le premier petit squelette à montrer que associé à un même squelette, on n'a que ça, mais associé à ce squelette, il y a des morphologies, des articulations qui montrent que le corps est debout, qu'il est encore arboricole, mais qu'il est en même temps bipède. Chez Lucie, c'était flagrant. Vous aviez le crâne, enfin forcément, imaginez votre chien, votre chat, je ne sais pas quoi, les vaches, les moutons. Vous voyez bien que quand on est à quatre pattes, le crâne est comme ça devant la colonne vertébrale. Quand on met la colonne vertébrale debout, on ne peut pas mettre le crâne comme ça, hein, il regarderait le ciel en permanence. Donc il faut que ça tourne, il faut que ce soit posé. C'est de la mécanique, quoi, hein, toute simple. Il faut que le crâne soit posé différemment. Et à ce moment-là, on voit très bien par le crâne lui-même, par la position du trou occipital par où passe la moelle épinière, comment est orienté le crâne. Or, le crâne de Lucie est un crâne de bipède, de quelqu'un de debout, posé sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale a les formes, les courbes dont je vous parlais. Le bassin est un bassin en pression. C'est-à-dire que c'est un bassin, forcément, quand on est debout, il y a toute une partie du corps qui pèse sur le bassin. Le bassin n'a pas seulement la fonction de locomotion qu'il a chez un quadrupède. Sur un corps debout, il y a toute cette partie-là qui pèse dessus et ça se ressent. Donc le bassin est plus court et plus élargi en même temps. C'est un bassin en pression. Et les fémurs sont obliques pour rejoindre l'axe de gravité le plus près possible de l'axe du corps. Mais à partir du genou, tout change. À partir des genoux, il y a une instabilité du genou, instabilité de la cheville, des pieds plats, des pieds qui ont encore l'opposabilité du gros orteil chez Lucie, et qui montre qu'elle était restée arboricole. Et son membre supérieur a au contraire une très forte stabilité du poignet, du coude et de l'épaule, parce que quand on fait des tractions et qu'on grimpe dans les arbres, on a intérêt à ne pas avoir de dérapage de tennis elbow, vous savez, qui crée des problèmes de coude. Alors Lucie, juste un tout petit historique. Lucie est devenue fameuse. Et Lucie a été une découverte importante parce que jusque-là, de ces êtres de 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions d'années, 7 millions parfois, on trouvait des morceaux. Donc des morceaux de l'un, des morceaux de l'autre, des morceaux de quelques-uns, mais pas de reste, pas d'ensemble de squelettes. Alors, Lucie avait, comme vous et moi, 206 ossements. Nous avons 206 ossements chacun d'entre nous. Ça varie un peu, hein. Il y a quelquefois des os supplémentaires dans le crâne ou dans des vertèbres supplémentaires, mais en gros, c'est 205, 206 ossements. Or, on a trouvé de Lucie 52 ossements seulement. Mais comme certains os sont pairs, quand on a le droit, on peut faire le gauche, et quand on a le gauche, on peut faire le droit. Et du même coup, on a pu reconstituer la silhouette de Lucie. Et c'est en ce sens que Lucie a été importante, c'est que au lieu d'avoir un petit morceau du squelette et du personnage, on en a eu une allure complète et on a pu reconstituer une silhouette. Et comme c'était un petit personnage qui, d'après son bassin, était un personnage féminin, et qu'on lui a donné un prénom, ça a fait sa notoriété. On a dit que c'était à l'origine de l'homme, ce qui n'est pas vrai, mais c'est pas loin, quoi. Et l'histoire du prénom est toute simple. Lucie s'appelle en fait AL 288. Pas brillant, hein. Sur les catalogues, ça veut dire Afar, la région où on l'a trouvé, localité L
288 parce qu'on avait trouvé 287 localités fossilifères avant cette découverte-là. Et comme le soir, quand il faisait moins chaud, on marquait les fossiles dans une sorte de tente laboratoire. Cette marque des fossiles, qui se fait encore aujourd'hui malgré l'informatique, elle se fait à l'encre de Chine, de préférence noire. Sur le fond de l'os, ça se voit bien. Et puis on met un petit coup de vernis par-dessus. Et donc marqué AL 288.1, AL 288.2, AL 288.3, c'est pas drôle. Petit coup de vernis et puis on passe à l'os suivant. Donc on bavardait entre nous, ou bien on écoutait la radio. On avait radio Khartoum, radio Addis Abeba, radio Port-Soudan quelquefois. On n'était pas bien équipés. Hein. Et on avait des cassettes, et on avait la cassette des Beatles, voilà. Et la cassette des Beatles que je vais me permettre de vous chanter. Non. C'est Lucy in the Sky. Lucy in the Sky, je ne sais pas si vous connaissez ça, parce que c'est déjà vieux. Pour vous, c'est sûrement ancien. En tout cas, Lucy in the Sky with Diamonds. Et quand on a vu que le bassin était un bassin féminin, au lieu de dire AL 288, on a dit on va l'appeler Lucy. Alors Lucy est devenue fameuse au point que nous, ces découvreurs, on a un petit peu disparu de la circulation, et c'est assez drôle. Parce que la meilleure histoire, c'est la suivante. J'ai eu un ami dans les années 80 qui a fait un petit film pour France 3 qu'il a appelé l'histoire de l'homme. Et comme je m'appelle Yves, il a appelé ce film Yves, Lucie et les autres. Eh bien, il y a eu un coup de téléphone quand ce film est passé à la télévision d'une journaliste d'un journal de télévision qui s'appelle Télé 7 jours, je peux le citer, et qui a demandé à ma secrétaire des photographies des deux squelettes. Comme quoi, gloire à Lucie et grande destinée pour elle. Ma secrétaire gentille a dit lui vieillit, mais enfin, il est encore présentable. Je vais vous envoyer une des deux photos. Donc voilà le préhumain. Et à partir de 3 millions d'années, cette fois-là, on entre dans le genre humain, l'homme au proprement parlé. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un changement climatique. Pour moi, c'est très clair. J'ai travaillé pendant 10 ans à la limite du Kenya, du Soudan et de l'Éthiopie, dans un très beau gisement, plein de fossiles. J'en ai ramassé 50 tonnes d'ossements. Drôle de carrière quand même, c'est bizarre. Hein, passer sa vie à ramasser des os. Et ces ossements m'ont permis de voir qu'il y a eu à ce moment-là un grand coup de sécheresse, un grand changement climatique. Et ce grand changement climatique a obligé les bêtes qui vivaient, toutes les bêtes qui vivaient à cette époque-là, de s'adapter. Et en ce qui concerne les préhumains, l'adaptation est passée par d'abord l'abandon de l'arboricolisme. Ces premiers humains ne grimpaient plus et ne faisaient que marcher. Ils étaient debout, bien sûr, et ils marchaient. Ces humains, par ailleurs, ont eu une transformation des dents. Comme il n'y avait plus assez de végétaux à consommer, ils se sont mis à manger de la viande. Et par ailleurs, ces humains ont eu un développement du système nerveux central et notamment du cerveau. Autrement dit, le corps redressé existait depuis longtemps, la bipédie exclusive, le changement des dents pour manger aussi de la viande, avoir un régime d'omnivore, ce n'est pas par gourmandise, hein, c'est par nécessité, et puis transformation de la tête. Or, cette transformation du cerveau s'accompagne des premiers outils de pierre taillée. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est considérable. Parce que ceux d'avant, comme les petits singes d'aujourd'hui, quand ils prennent un caillou, c'est pour s'en servir tout de suite, directement. Tandis que ce premier bonhomme, avec sa nouvelle petite tête,
il prenait un caillou et il en prenait un autre. Et il devait réfléchir à la fonction qu'il voulait donner à ce caillou. Et donc, avec le deuxième, il taillait, il changeait la forme de sa propre autorité, il changeait la forme du premier caillou pour que le premier caillou devienne plus efficace. C'est formidable. Depuis, on ne fait que ça. Il agissait, il avait l'audace d'agir sur l'environnement. Et depuis, on agit sans cesse sur l'environnement. Dieu sait si ça fait des débats aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de sa faute, c'est simplement une adaptation. Donc, moi, je suis d'accord quand aujourd'hui on fait attention à l'environnement, mais je ne suis pas d'accord quand on dit c'est la faute de l'humanité. Non, l'humanité, elle a fait ce qu'elle a pu il y a 3 millions d'années pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, et elle avait tout à fait le droit et même le devoir pour survivre de réaliser cette adaptation et de la réussir. Alors vite, parce que je vous prends beaucoup de temps, mais voilà, les premiers humains sont nés en Afrique tropicale comme leurs prédécesseurs, les préhumains. Donc c'est l'Afrique, la maman de l'humanité. Tous les préhumains depuis 10 millions d'années sont là et ne sont que là, et leurs descendants, les premiers humains, sont là et ne sont que là. Mais à partir de ces moments-là, c'est-à-dire à partir de 2 500 000 ans, 2 millions et demi d'années, ils bougent. Ils bougent parce que, non pas parce qu'ils en ont marre d'être là-bas, mais parce qu'ils pensent un peu mieux et ils sont peut-être plus curieux, parce qu'ils sont devenus carnivores, donc ils sont plus mobiles, parce qu'il faut, pour le gibier, pour chasser le gibier, bouger. Ils ont réussi leur adaptation, donc ils ont une démographie un petit peu plus grande. Ils ont des outils, donc ils ont un corps qui se prolonge par des adaptations artificielles qu'ils peuvent utiliser pour conquérir de nouveaux milieux. Et à partir de ce moment-là, ils bougent. Et on va en effet les trouver dès 2 millions d'années, très vite. Alors très vite, géologiquement parlant, hein, mais on va les trouver à travers toute l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud. On va les trouver au Proche-Orient. Il y a des sites en Israël, il y a des sites en Géorgie, il y a des sites en Turquie. Et puis, à partir de cette plaque tournante qu'a toujours été le Proche-Orient, on va les trouver à travers toute l'Asie, à travers toute l'Europe. À travers toute l'Europe jusqu'en Espagne et France comprises, à travers toute l'Asie jusqu'en Chine et en Corée, où j'étais il n'y a pas longtemps, donc dès 2 millions d'années. Donc le bonhomme va se transformer, il va continuer son adaptation au fil des années et des mouvements, mais il va s'agrandir à tout l'ancien monde, ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est-à-dire Afrique et Eurasie. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, parce qu'il n'en aura pas l'occasion tout de suite, il va passer en Amérique, qui est vraiment le nouveau monde, et passer en Australie, qui fait aussi partie de ces nouvelles conquêtes, et finir son tour du monde. Finir son tour du monde autour de 1 millier d'années, quelques milliers d'années. Donc on part de 3 millions d'années et on arrive à quelques milliers d'années seulement pour faire le tour de la Terre. Et on commence enfin à s'en aller pour voir maintenant quelques planètes autour de la Terre, la Lune d'abord et Mars bientôt. Alors une petite histoire pour finir. J'ai participé il y a quelques années à un congrès à Dijon. C'était à Dijon, mais c'était un congrès sur le Groenland. C'est drôle, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a une équipe de chercheurs à Dijon qui travaille sur le Groenland. Moi, je suis allé au Groenland bien des fois. Et quand on va à un congrès dans une ville qui n'est pas la sienne, on est en général tous reçus dans le même hôtel. Donc, au petit déjeuner, j'arrive dans la salle du petit déjeuner et je me trouve face à un Inuit, à un Esquimau, à un Groenlandais.
qui me dit bonjour, qui me dit qu'il est groenlandais, ça se voyait, qui me demande ce que je fais. Je dis je suis anthropologue. Ah bon. Et puis on prend notre café, quoi. Café, tartine. Et il avait envie de me parler, c'était évident. Et il me dit, vous savez, le Groenland n'est pas indépendant. Je dis oui, c'est bien. Il est sous l'autorité du Danemark. Je dis oui, oui. Et les Danois sont bien. Ah, je dis tant mieux. Ils sont très bien. Bon, moi j'avais envie de prendre mon petit déjeuner. Hein. Mais quand même, on aimerait bien avoir plus d'indépendance. C'est normal, c'est toujours dans ce sens-là que ça marche. Hein. Mais on ne sait pas trop comment faire. Bon, je dis, ça, je ne peux pas vous aider. Hein. Mais ce qu'il faudrait, c'est un argument très fort pour pouvoir s'exprimer aux Nations Unies, pour dire, voilà ce qui est la spécificité du Groenland, et qui mériterait qu'on ait plus d'autonomie, plus d'indépendance. Ah, je dis oui, c'est une bonne idée. Et il me dit, vous n'auriez pas, vous, l'anthropologue, là, vous n'auriez pas une idée? Oh, non, non. Ah non, moi, j'ai pas d'idée. Je lui dis, si, tiens, si, j'ai une idée. Ah, il arrête tout. Hein. Il n'a pas dû boire son café ce jour-là. Il arrête tout. Et je lui dis, voilà, écoutez-moi bien. Il y a 3 millions d'années, les humains étaient en Afrique seulement. D'accord? D'accord. Et à partir de l'Afrique, ils se sont déployés. Vous avez en tête la carte du monde. Oui. Alors, ils se sont déployés à travers l'Afrique, d'abord, c'est normal, toute l'Afrique. Et puis après, par le Proche-Orient, toute l'Eurasie. Et c'est au Proche-Orient. Au Proche-Orient, il y a 2 millions d'années, que certains se sont dit « Tiens, moi, je vais vers l'Est », et d'autres se sont dit « Tiens, moi, je vais vers l'Ouest ». Je trouve ça drôle. Bon. Je veux dire, on était à 2 millions d'années. Hein. Alors, ceux qui sont partis vers l'Ouest sont arrivés jusqu'en France, là, jusqu'en Europe, au bord de l'Atlantique. Mais l'Atlantique, c'est tellement beau, ils sont restés à regarder l'océan, puis ils ne sont pas allés plus loin pendant longtemps. Et puis les autres sont partis à travers toute l'Asie, jusqu'en Chine. Ils sont arrivés à la mer de Chine, ils sont montés en Sibérie. Et puis quand il y a eu les glaciers qui ont retenu l'eau, le détroit de Bering était passable, donc ils sont passés. Ils sont passés en Amérique, ils sont arrivés en Alaska, ils sont arrivés dans le Yukon. Et puis après, ils sont passés au Groenland. Ah, il me dit. Et ils sont arrivés dans le nord du Groenland il y a 5000 ans. Et du nord du Groenland, ils sont descendus vers le sud et ils se sont installés jusqu'au sud du Groenland. Et c'était la dernière culture de chez vous, du Groenland, dernière culture des Esquimaux, qui se trouvait il y a 1000 ans à l'extrémité sud du Groenland. Et pendant ce temps-là, ceux qui étaient partis vers l'ouest ont fabriqué des bateaux. On les appelle les Norrois. On les appelle aussi les Vikings. Et avec ces bateaux, ils se sont lancés sur l'Atlantique et ils ont découvert les îles Féroé, et puis l'Islande, et puis le Groenland. C'est-à-dire qu'ils ont terminé finalement ces humains qui étaient là il y a 3 millions d'années en Afrique, qui étaient là il y a 2 millions d'années au Proche-Orient, ils ont terminé leur tour de la Terre au Groenland. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans, ceux qui sont partis à l'ouest et qui sont devenus les Vikings ont découvert le Groenland, et ceux qui étaient partis par l'est et qui avaient conquis le nord de l'Amérique, puis le Groenland, étaient arrivés au sud du Groenland. Et donc la fin de la conquête de la Terre, ça a été le Groenland. Ah, ils me disent, c'est formidable. Et ils se sont reconnus. Ça, je ne suis pas sûr. 2 millions d'années après, je ne suis pas sûr. Enfin, vous voyez, si un jour vous entendez que le Groenland a acquis sa totale indépendance grâce à quand même à ce privilège tout à fait particulier d'avoir été la fin de la conquête de la Terre par l'humanité, c'est un petit peu dû à un petit déjeuner un jour à Dijon avec un Esquimau. Merci beaucoup.
Oui, à votre, merde. Oui, à votre service si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là. J'ai une petite question à poser. Sachant que pour découvrir un fossile, il est plus facile, je vais me lever, il est plus facile de déplacer des cailloux quand même en Afrique, au Tchad ou autre, que dans une forêt amazonienne. Dans quelle mesure vous pouvez quand même affirmer que l'homme ne vient pas du Brésil, par exemple? Ouais. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ce qui illustre bien ce que vous venez de dire, c'est que, comme je l'ai dit rapidement, l'histoire des chimpanzés, par exemple, on ne la connaît pas bien, parce que les chimpanzés ont vécu en forêt, et que la forêt est à l'origine d'une couche d'humus particulièrement importante, et que si les fossiles sont dessous, il faut faire des trous pour aller les chercher, et c'est plus facile d'aller les chercher lorsqu'il n'y a pas de trou à faire. C'est vrai, mais premièrement, tous les primates sont d'origine tropicale. Et ce sont surtout les tropiques de l'Ancien Monde qui ont fourni ces formes compliquées de primates, de grands primates, qui étaient susceptibles de devenir à l'origine des hominidés tels qu'on connaît leur anatomie. Deuxièmement, on a beau chercher partout, mais vous avez raison, peut-être pas assez au Brésil ou en Amazonie par exemple, tout pour le moment a l'air cohérent. C'est-à-dire que les fossiles sont, du point de vue de l'anatomie, bien dans une filiation. Quand on va de 3 millions d'années en Afrique à 2 millions d'années en Afrique et en Eurasie, et à des périodes plus récentes ailleurs. Autrement dit, il y a une cohérence à la fois dans l'âge et une cohérence dans l'anatomie. Mais ceci dit, je garde comme possible, en effet, votre intervention. Et il est vrai qu'on peut parler des choses que l'on a trouvées, mais pas de choses que l'on n'a pas encore trouvées. Et il y aura sûrement des surprises. Cependant, quant à l'origine américaine, on a beaucoup fouillé en Amérique. Moi-même, j'ai fouillé au Brésil. Alors évidemment, tout n'est pas sous forêt. Et d'autre part, les forêts ont bougé aussi. L'Amazonie n'a pas toujours... Enfin, les forêts telles qu'on les connaît en Amazonie n'ont pas toujours été là, quoi. Il y a eu des mouvements aussi de climat et du coup d'environnement. En tout cas, on a beau fouiller partout à travers toute l'Amérique, on ne trouve pas plus ancien que quelques dizaines de dizaines de milliers d'années en Amérique, alors qu'on trouve des millions d'années en Eurasie et en Afrique. Donc il y a de bons arguments pour la version que je vous propose, qui n'est pas ma version spécialement. Mais ceci dit, l'objection est prise en considération. Merci. Est-ce qu'on peut situer le moment, la période où a pu apparaître un sentiment religieux ou la volonté d'un culte des morts? Oui, alors le culte des morts, on le perçoit à une époque récente par rapport au sentiment religieux. Alors pour moi, l'homme religieux est l'homme. Je veux dire par là que la facette spirituelle de l'homme est inhérente à l'homme. Dès que l'homme est homme, il doit avoir cette facette spirituelle, parce que c'est quelque chose qui ne peut guère apparaître en cours de route, quoi.
il y a un changement de statut au moment où apparaît l'homme parce qu'il y a un changement de cerveau et donc un changement de pensée, un changement de réflexion. Et je pense que cette facette de spiritualité, c'est peut-être trop de l'appeler religieux, mais moi je l'appellerais volontiers comme ça quand même, apparaît dès 3 millions d'années avec l'humain. Alors le traitement des morts apparaît de manière variée. Je veux dire que les tombes proprement dit, les enterrements proprement dit, de cadavres donc, que l'on soigne et que l'on accompagne et que l'on entoure d'un certain nombre de cérémonies, ça se fait à partir de 100 000 ans. Mais avant 100 000 ans, on trouve des puits funéraires, c'est-à-dire des trous dans lesquels sont jetés des cadavres humains, mais ils pourraient être jetés pour s'en débarrasser. Mais comme ils sont jetés avec de très belles pierres taillées, c'est sûrement mieux que ça. C'est sûrement jeté avec l'idée de les accompagner d'une certaine façon. Mais à ce moment-là, c'est collectif. Et auparavant, on trouve aussi des traitements du crâne comme des traitements secondaires du cadavre, et en l'occurrence du squelette, liés aussi à un certain culte des morts, mais plus difficile à distinguer. Mais encore une fois, je pense que la spiritualité est inhérente à l'homme, fait partie de l'homme et doit apparaître avec lui. Il y avait une question ici, je crois. Je voulais vous demander, si nous avons tous un ancêtre commun, comment se fait-il que nous parlions des races? Et j'irai même plus loin en disant, peut-on parler des races humaines? Les ancêtres communs de 10 millions d'années, c'est quand même une vieille histoire, hein. Et en ce qui concerne l'évolution ensuite, vous l'avez bien suivi, elle est préhumaine uniquement en Afrique, donc c'est quand même assez réduit. Ça va de l'Afrique centrale comme le Tchad jusqu'à l'Afrique du Sud, donc c'est un terrain vaste, mais c'est quand même l'Afrique tropicale. Et ensuite, quand on passe de ces préhumains à l'humain, ça se passe aussi dans cette Afrique tropicale, peut-être plus précisément d'ailleurs en Afrique orientale, mais je ne suis pas sûr. Et à ce moment-là, le nombre des ancêtres des premiers hommes, des premiers humains, est de l'ordre de quelques milliers. Et donc la différenciation des êtres humains en fonction de leur dispersion se fait en fonction des environnements. Pour la couleur, c'est tout à fait clair, si je puis dire, sans faire d'astuce. Mais c'est une question d'ensoleillement. Dans les régions tropicales où l'ensoleillement est très puissant, il faut un certain voile, un certain filtre de mélanine pour arrêter certains rayonnements. Lorsqu'on monte dans des zones moins ensoleillées, pour que la vitamine D, la vitamine de croissance, puisse se synthétiser, il ne faut plus ce filtre qui est trop puissant pour les ensoleillements d'ici, par exemple. Et d'où le gradient de couleur de l'Afrique tropicale je sais pas, aux pays nordiques que l'on présente souvent comme les plus clairs qui soient, ce qui n'est pas fortement sûr, mais c'est quelque chose comme ça. Alors au-delà de cela, il y a eu bien des mouvements de population qui ont fait que c'est un petit peu mélangé, mais on suit ça de mieux en mieux maintenant par la génétique. Alors ça veut dire que, en ce qui vous concerne, ça veut dire que les hommes colorés sont les hommes d'origine. Et en ce qui me concerne, par exemple, je ne suis pas un blanc, mais un décoloré. Puisque ça s'est fait dans le sens couleur et découleur, puisque le peuplement d'origine est le peuplement d'Afrique tropicale.
la plupart des transformations dites raciales, qui ne le sont pas, hein. Il y a longtemps qu'on a abandonné le terme de race pour les humains. La transformation s'est faite vraiment en fonction des milieux. C'est-à-dire qu'il y a des adaptations en fonction des milieux et on ne s'en rend pas bien compte. Aujourd'hui, on circule n'importe où, n'importe comment et on a l'impression que c'est un peu bizarre que certains soient de cette allure-là, de ces couleurs-là, de ces formes d'yeux-là, etc., en fonction de leur niche écologique, si on peut dire ça comme ça, de leur région, en fait. Et en fait, ce sont des adaptations environnementales, des adaptations à long terme. Alors, si le terme de race a été abandonné, c'est depuis qu'on a fait des progrès pour entrer dans le corps. Je veux dire qu'il y a eu des travaux qui ont permis d'atteindre la cellule, et puis après la molécule, et puis maintenant l'ADN. Donc on va très très loin. Et quand on arrive comme ça à l'intérieur du corps, on se rend compte que les différences externes que l'on avait vues n'avaient plus cette importance dans le phénotype. Et il y a eu un grand patron de la médecine qui s'appelait Jean Bernard et qui disait si j'ai un accident dans une rue de Paris, peut-être que c'est le sang d'un Congolais qui est sur le trottoir d'en face qui sera adéquat pour me sauver la vie et pas celui de la région dans laquelle je suis né moi-même. Alors c'était sans doute un petit peu abusif, mais ça voulait dire que il y a tous les termes de passage entre tous les gens de la Terre. Mais il n'empêche, vous avez raison d'acquiescer, il n'empêche que, quand je dis que c'est un peu excessif, c'est que la génétique est quand même là et que un petit Congolais, enfin un Congolais et une Congolaise feront un petit noir plutôt que ma femme qui est des Ardennes et moi qui suis en partie de Bretagne, quoi. On serait étonné quand même. Oui, allô ? S'il vous plaît. Merci. J'ai deux questions. La première et la suivante. Est-ce que l'ensemble de vos travaux confirme la théorie de Darwin, où il y a quelques nuances à en tenir compte? Et la deuxième question, concernant l'enseignement des travaux de recherche et de la théorie de Darwin, dans certains milieux américains ou autres, il y avait également un refus, disons, organisé par ce qu'on appelle les créationnistes. Est-ce que, concernant votre enseignement, vous avez rencontré des situations semblables? Alors, Darwin, c'est un homme du 19e siècle, c'est-à-dire ce qu'il a raconté à cette époque était extrêmement intéressant, mais il y a eu quand même beaucoup de travaux depuis, beaucoup de découvertes depuis, et du coup, beaucoup d'amendements des idées de Darwin. L'histoire de la sélection naturelle demeure, mais comme vous l'avez sûrement vu, il y a aujourd'hui un grand développement de l'épigénétique. Autrement dit, la génétique que Darwin ne connaissait pas d'ailleurs, mais la transformation au hasard par les mutations des gènes explique un certain nombre de choses, mais pas tout. Mais il y a aussi des adaptations qui, elles, deviennent transmissibles. Et c'est le sujet de l'épigénétique. Et l'épigénétique est si développée que le Collège de France où je suis vient de créer une chaire d'épigénétique. Donc les idées de Darwin demeurent une base intéressante, intelligente, avec un certain nombre de choses comme la sélection naturelle qui demeure, mais c'est quand même très, très amendé. Alors les créationnistes, l'histoire des créationnistes. Moi, j'aime beaucoup l'humanité. Et je suis très respectueux, c'est pour ça que je l'ai dit au départ, je crois que c'est important, je suis très respectueux de ce que pensent les gens. Dans une certaine mesure, ça m'est égal. J'aime bien les gens, donc ça m'est égal qu'ils ne pensent pas comme moi. Vraiment, ça m'est égal. Je ne suis pas missionnaire, quoi. Et en ce sens, j'ai aussi beaucoup de respect pour les créationnistes. Alors là où je me fâcherais, pas tellement mon genre, mais le cas échéant, c'est lorsque les créationnistes utilisent
de façon malhonnête cette fois, les données de la paléontologie en les transformant à leur avantage. Mais c'est plus de la science, c'est de la malfaçon. Et à ce moment-là, oui, bien sûr que je suis tout à fait opposé à leur activité. Mais en ce qui me concerne, j'ai été à quelques reprises, mais rarement, confronté à des créationnistes. Et des créationnistes un petit peu butés. Et à ce moment-là, il n'y a pas de débat, quoi. C'est un petit peu dommage. Quand on essaye de débattre, chacun arrive forcément avec ses idées, mais entre scientifiques, il y a parfois des essais de compréhension, d'assouplissement et d'acceptation d'autre chose. Là, j'ai été confronté à un créationniste sur scène en Suisse. On est resté chacun sur nos positions et ça n'avait aucun intérêt pour le public, quoi, aucun intérêt pour le public. C'est comme un match de boxe, c'est un peu stupide. Mais par ailleurs, songez qu'à partir du moment où vous êtes intéressé, vous aimez bien les humains. Et encore une fois, c'est mon cas. Les humains ont 3 millions d'années. Donc depuis 3 millions d'années, l'histoire de l'homme, la jeunesse de l'homme, ils ont dû la raconter de 1000 façons différentes. Et à partir de ce moment-là, moi, je respecte les 1000 façons de raconter l'histoire de l'homme. Et l'histoire, c'est pour ça que je vous ai dit que la science n'avait que quelques siècles. Et le discours que j'ai aujourd'hui, c'est un discours tout frais d'une approche particulière. Et il est respectable, j'espère bien, mais il n'est pas plus respectable que celui que vous êtes susceptible d'avoir ou que des parents à vous, ou je ne sais quoi, des amis à vous, ont par ailleurs. Donc ma position est d'abord humaniste. Et ensuite, elle est scientifique, puisque c'est mon boulot. Je m'en fiche. J'ai des... Alors, tout le monde est content, il n'y a plus de questions là. Si, j'ai une question. Oui, pardon. Ah. Alors, j'ai une petite question. Je voulais quand même vous taquiner un peu. Chouette. Donc en fait, j'ai motivé mes élèves en leur disant, écoutez, on va aller voir un très grand paléontologue, quasiment le plus connu en France. C'est raté. C'est pas raté, mais je leur ai dit, il a eu le mérite, comme tous les scientifiques, de raisonner par hypothèse. Ah oui. Et vous nous racontez une belle histoire. On a l'impression que votre hypothèse, vous l'avez remise en question à un moment de l'East Side Story. Oui. Et du coup, j'ai pas entendu parler de Toumaï, j'ai pas entendu parler d'Abel, et je sais pas quoi leur dire. Après, quand ils vont me poser des questions, madame, finalement, a-t-il remis sa théorie en question? Eh bien, je sais pas quoi leur dire. Donc, qu'est-ce que je dois leur dire? Alors merci. Là, vous me parlez de points très précis. J'ai parlé de Toumaï, mais vous l'avez pas reconnu. Quand j'ai dit ça et l'anthropus, c'était lui, c'était Toumaï, oui. Et Toumaï a été une belle découverte faite au Tchad sur un site que j'ai découvert. Ah. Bravo. C'est donc bien un grand... Qui s'appelle Ménala. Non, mais mon copain Michel Brunet serait là en ce moment. Je vous dirais la même chose. Hein. Il est au Chili en ce moment, mais on est très amis. Et donc, c'est une très belle découverte et qui, en effet, a détruit, enfin, a supprimé ou amendé, en tout cas, mon hypothèse de l'Est de l'Afrique. Et Toumaï, c'est un de ces préhumains comme Aurorine ou comme Ardipithecus dont je vous ai parlé, et qui, dès 7 millions d'années, montre le redressement du corps. Donc c'est du côté des préhumains au moment de la bifurcation dont j'ai parlé. Je n'ai pas parlé en effet d'Abel. Abel, c'est Australopithecus barrel-ghazali. C'est une forme de préhumain qui a 3 500 000 ans, qui est un peu
comparable, ou en tout cas contemporain de Lucie. Mais vous voyez comme parfois les scientifiques sont courtois, aimables et élégants. J'ai co-signé avec Brunet aussi bien Toumaï qu'Abel, grâce à Michel Brunet. Alors moi, je suis allé au Tchad entre 60 et 66. Et Brunet y est allé à partir de 94, quelque chose comme ça, vous vous rendez compte, le paquet d'années, et il a retrouvé mes sites et beaucoup d'autres choses. Donc on s'y est succédé avec une grande distance entre tous. Et au Tchad, pour moi, ça a été le premier grand terrain de mon existence. Et ça a été une tournée de 7 ans formidable. 7 ans, 7 campagnes successives. Je n'ai pas été 7 ans sur place, mais je me suis promené beaucoup pendant 7 ans. Et les Africains aimaient bien donner, les Tchadiens avec qui je travaillais, aimaient bien donner des surnoms. Et ils donnaient souvent des surnoms qui évoquaient un trait particulier, un détail particulier, une manie, une maladresse. Par exemple, le géologue avec qui je travaillais, il l'appelait le père de l'autruche. Et il l'appelait le père de l'autruche parce qu'il faisait des grands pas comme ça. Et moi, il m'avait donné le nom d'une gazelle. Et ça m'inquiétait beaucoup. Pour que vous voyez. J'avais beau me regarder dans les rétroviseurs de mes camions, je ne trouvais pas que je ressemblais au premier degré, quoi, à une gazelle. Bon, on ne sait jamais, mais... Et donc, je n'ai pas osé leur demander tout de suite pourquoi ils m'avaient donné ce surnom. Et puis, à la longue, j'ai fini par comprendre, comme je fouillais torse nu. Et comme je fouillais torse nu, j'étais... fouille comme ça. Donc, j'étais tout bronzé sur le dos et tout blanc sur la poitrine. Et la gazelle en question, qui est la gazelle d'Ama, elle est toute brune sur le dos et toute blanche sur le ventre. Voilà. Mais c'est pas pour détourner votre question. Mais... Merci.